Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal direction Terra, c'est à quelques 175 km de Niamey où une de nos équipes est partie à la rencontre des femmes dont l'entrepreneuriat n'a aucun secret. En effet, leur activité et la transformation des feuilles du moringa. Nafissatou Yahya et Wakar Souley nous disent un peu plus sur ce sujet. Elles ont décidé de ne pas croiser les bras ou tendre la main à quelqu'un. Elles, ce sont les 29 femmes réunies au sein du groupement Salmaharay du département de Terra, animées par l'esprit d'entreprendre. En effet, la principale activité de ces braves femmes est la transformation des feuilles du moringa, une plante aux multiples vertus. Boray kagade merman beka koskone riga kalhino irbum beno ga bere quand c'est une transformation irga bere irga te jide moringa. Notre principale activité c'est la transformation des feuilles de moringa. Nous transformons ces feuilles en jus, en poudre, en huile et autres produits. Ces produits nous ont valu plusieurs prix à certains concours. Irte feuille de moringa kalhino moringa kakai irgo kate ji irte il de moringa wodi yom bande irgonde jine yon kir barbare kamat moringa hinne irte légumes précuchés ngalano zender sabo du premier prix d'1 million francs CFA. Pour cette activité, le groupement Salmaharay bénéficie du soutien du chef de canton de Terra et du programme des Nations Unies pour le développement. Il partenaire au Congo Kirgax. Il m'a wanté de mairie Terra. Ferro Amir Terra no nano irse. Jirway Namagana no irse. Amir Terra. Hal Jirway a goyo bori a yak tonton irse koyne. Haro kirgo hangen da Terra barrage organir gachendi kande nan kirgo kaison. Nous bénéficions du soutien du partenaire PNUD, de la mairie du département de Terra et du chef du canton de Terra qui nous a gracieusement prêté les 2 hectares sur lesquels nous plantons le moringa sur une période de 10 ans. Nous utilisons l'eau du barrage pour arroser nos plantes. Le seul problème est que l'eau tarit 2 fois. Une des ressources importantes pour mener à bien leur activité, l'accès à l'eau constitue un problème pour ces femmes qui sollicitent le soutien de l'État. Avec ce problème d'eau que nous rencontrons, nous souhaitons l'aide de l'État. La construction d'un forage nous sera d'une très grande utilité. Ces femmes qui y mettent de leur temps et de leur énergie pour contribuer à l'économie nigérienne ne méritent-elles pas d'être soutenues et encouragées? Retour à Niamey avec cette cérémonie de remise de témoignages hier par l'église évangélique de la République du Niger à la famille Jérémy. C'était en présence de notre reporter Asma Ousseidou. Cette cérémonie pleine de chaleur marque le départ pour des congés bien mérités de la famille Jérémy. Ainsi, après un partenariat et une bonne collaboration entre l'Église évangélique de la République du Niger et l'Église La Réforme des États-Unis, d'encourager la famille Jérémy qui rentre au pays pour 6 mois, occasion saisie par l'Église évangélique de la République du Niger pour leur exprimer toute leur satisfaction. Cette cérémonie, c'est une cérémonie pas d'adieu, c'est une cérémonie de revoir. Ils ont l'habitude, selon les procédures de notre partenariat entre la Reformed Church in America et l'Église évangélique de la République du Niger, d'avoir un congé missionnaire. Normalement, c'est l'an dernier qu'ils devraient partir, mais avec le Covid, cela n'a pas été possible. Donc nous remercions Dieu qu'ils partent maintenant. Ils vont partager avec les églises de la Reformed Church aux États-Unis
ce qu'ils ont vécu grâce au soutien de ces églises ici. Ça, c'est une première chose. C'est une grande joie de voir ce nombre et l'équipe d'aujourd'hui. J'étais le premier collaborateur médecin nigérien des familles Bibout, pas le premier collaborateur en contact, mais en chemin ensemble. Suzanne m'a influencé pour faire sa spécialité, tout simplement. Tout simplement. Je crois que c'est une influence et c'est une spécialité de laquelle je suis très fier. Je suis très fier. Elle va au-delà des frontières nigériennes. Et je rends grâce à Dieu d'avoir des témoignages aussi de mes patrons où ils disent qu'on les représente fidèlement. On travaille en équipe et j'ai beaucoup apprécié cette manière de travailler en équipe. Vous savez, on est des universitaires, des médecins, des grosses réflexions, tout ça là. Mais arrivé à un certain moment, il y a un ego qui prend le dessus. Mais je crois qu'on a su, en travaillant ensemble, de mettre l'ego à part pour travailler en équipe. Très ému, Dr Suzanne Jérémy, représentant la famille, ne cache pas ses sentiments. Je suis très, très touchée par le témoignage, mais aussi juste ce qu'on a vécu ensemble. Même si on regarde que les derniers 3 ans, la dernière fois qu'on est parti, il y avait juste la clinique Olivia et 7 édifices. Mais il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait pas la clinique du Tincheto, il n'y avait pas une équipe de gestion. Donc, regarde ce que le Seigneur a fait juste en 3 ans. C'est vraiment merveilleux. Et je vous remercie pour vos sacrifices et aussi vraiment pour la patience. Et la deuxième chose, c'est de demander pardon. Je sais que ce n'est pas facile à travailler avec les gens qui viennent d'autres cultures et juste de travailler avec les gens. Donc, on demande pardon là où on a blessé et on vous remercie vraiment pour la patience et pour votre fidélité envers le Seigneur. On remercie particulièrement le coordinateur qui est toujours très, très patient avec moi et le sacrifice qu'il fait en travaillant avec les étrangers, en essayant de faire cette liaison entre nous. La famille Jérémy prendra congé du Niger pour 6 mois pour les États-Unis. Un congé qu'ils mettront à profit pour chercher et multiplier des partenaires pour le compte de l'Église évangélique de la République du Niger. La suite de ce journal, nous vous annonçons que nous avons comme invité de ce journal Alhaji Idi Abdou. Il est acteur de la société civile et avec lui, nous allons parler de plusieurs questions relatives à la lutte contre la corruption au Niger avec la dernière communication de la Halcia. Le temps de débuter cet entretien, retenez que l'association Timdiria a décerné cet après-midi un témoignage de satisfaction au président de la Commission nationale des droits humains, professeur Halidi Kiri. Une reconnaissance pour les efforts fournis par le président de l'institution et ses collaborateurs dans la lutte contre l'esclavage au Niger. C'est en reconnaissance aux services rendus dans la lutte contre l'esclavage au Niger que l'association Timdiria a décerné un témoignage de satisfaction au président de la Commission nationale des droits humains CNDH, professeur Halidi Kiri, et à son équipe. Une reconnaissance méritée pour plusieurs raisons. Félicitations pour avoir réussi, félicitations pour avoir changé le fonctionnement de cette institution. L'association Timdiria a décidé de décerner un témoignage de satisfaction à votre personne et plus un tableau dans lequel figure le logo de Timdiria qui vous dit en guise de reconnaissance pour votre engagement dans la lutte contre l'esclavage. Très ému de la distinction de Timdiria, le président de la CNDH a réaffirmé son engagement et sa détermination pour le respect de la dignité humaine. La Commission nationale des droits humains a tenté de jouer sa partition par rapport à la question des droits de l'homme sur l'étendue du territoire, notamment en mettant l'accent sur une préoccupation qui persiste encore au niveau des idées et de certains citoyens
qui sont restés insensés aux transformations de l'humanité. Cette question a fait l'objet d'études, de recherches au niveau de la commission, avec l'appui des différents commissaires, des différents directeurs, du personnel de la CNDH ainsi que des différents membres des points focaux et d'antennes régionales de la CNDH. Chacun jouant sa partition. En effet, il est peu imaginable qu'au XXIe siècle, on puisse accepter que la dignité humaine soit bafouée de façon arrogante, pensant au triangle de la honte. Le porte-parole de la CNDH a emboîté le pas au président Khalid Ekiri pour remercier l'association Timdria pour son acte symbolique à l'endroit de la CNDH. Notons que cette cérémonie a été sanctionnée par une photo de famille et une collation. Je le disais donc, nous recevons ce soir comme invité du journal Alaji Idi Abdou. Il est acteur de la société civile. Et avec lui, nous allons parler de la lutte contre la corruption dans notre pays avec la dernière communication de la Halcia. Alaji Idi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et il y a quelques jours, donc, nous avons suivi une communication de la Halcia. Elle est relative à la publication des résultats d'investigation. Et en tant qu'acteur de la société civile qui s'intéresse beaucoup à cette question de lutte contre la corruption depuis des années, Alaji Idi, vous avez suivi ce que la Halcia a publié. Qu'est-ce que vous attendez concrètement pour la suite maintenant, après? Bien, merci à Abdikiré pour l'opportunité. Effectivement, depuis qu'on a érigé la Halcia par une loi, elle avait commencé évidemment à sortir la tête de l'eau. Et cette affaire de permis biométrique était venue la remettre dans l'eau. Bon, Dieu merci, avec l'avènement de l'arrivée du nouveau président, qu'il a d'ailleurs rencontré. Et je pense que, vous savez, la lutte contre la corruption, le premier déterminant, c'est une volonté politique à toute épreuve. Et apparemment, le président de la République marque son soutien à cette lutte contre la corruption. Et d'ailleurs, lors de notre rencontre avec lui, il avait expressément demandé l'accompagnement de la société civile, surtout dans le domaine de la lutte contre la corruption, où il y a des résistances. Et c'est normal, parce que les potentiels clients de la lutte contre la corruption ne sont pas des citoyens ordinaires comme toi et moi. C'est des ministres, c'est des députés, c'est des cadres de l'administration. Et effectivement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résistance, et ils vont résister. C'est une résistance interne au régime, et surtout quand on sait que les dizaines de Issou ont été marqués par l'impunité du pouvoir. Donc les gens se sont habitués à être au-dessus de la loi, et effectivement, ils ne peuvent pas accepter qu'on mette fin brusquement à cette impunité qui a caractérisé les dizaines de Issoufou et dont ils jouissaient. Donc, évidemment, suite à la rencontre avec le président de la République qui a évidemment marqué sa volonté à accompagner la Halcia, à mener sa mission conformément à la loi et sans injonction, des gens se sont évidemment mobilisés. C'était une mobilisation générale des prédateurs des deniers publics et d'autres qui contournent allègrement la loi, surtout par rapport à cette opération de contrôle. Les gens, évidemment, se sont sentis menacés et ils font fait de tout bois. Et comme c'est les gens du régime même, évidemment, la résistance est accrue et puis ils se mobilisent tantôt pour effectivement continuer à agir de l'impunité, tantôt
pour même assigner la Halcia, parce qu'évidemment, la Halcia a mis la main dans le feu, et là, ils ne peuvent plus accepter, et Dieu merci quand même. Les premiers actes que le président Bazoum pose sont de nature à croire qu'il croit à la lutte contre la corruption. Et dans tous les cas, la lutte contre la corruption est incontournable et c'est la voie de salut. Vous avez vu 234 milliards qui devraient revenir à l'État et les gens ont refusé de payer. Ils contournent la loi. Et maintenant, quand on leur dit de payer, ils s'agitent, ils se mobilisent, ils font faire de tout bois parce qu'ils continuent la résistance, parce qu'ils veulent toujours jouir de l'impunité. Il y en a un qui disparaissent. Effectivement, mais elles vont disparaître. Il y a des sociétés qui vont disparaître parce qu'elles n'ont pas payé. Elles ont accumulé 40 milliards qui n'ont pas payé. Ils ont disparu. Certains sont là. Elles ne payent pas parce que d'une façon ou d'une autre, c'est des politiciens tapis dans l'ombre du régime qui tire les ficelles. Et il a posé quand même un acte qui se démarque complètement de son prédécesseur. Si vous avez remarqué, vous avez vu la présence du ministre d'État à la présidence, en l'occurrence, M. Rissa Agboula, qui, semble-t-il, est aussi en charge de la bonne gouvernance au niveau de la présidence. Il était effectivement à cette conférence de la Halcia et il était resté jusqu'à la fin. Et il a été dépêché par le président. Cela veut dire que le président marque son soutien à la lutte contre la corruption que mène la Halcia. Et la Halcia ne doit plus s'inquiéter parce qu'elle a apparemment le soutien du président. Parce que depuis qu'on a créé la Halcia, on ne connaît pas effectivement ces jardins. Bazoum l'a posé, il a dépêché son ministre d'État à la présidence et qui a assisté et il a été évidemment dépêché par le président de la République et nous estimons que cela marque le soutien du président de la République à cette lutte. Et le président, en réalité, il n'a pas d'autre choix que de soutenir la Halcia dans cette lutte. L'argent est au Niger. Il n'est nulle part ailleurs. Ce n'est pas l'argent des bailleurs de fonds qui vont développer le Niger, c'est l'argent du Niger. Et la Halcia peut permettre, effectivement, à travers ce contrôle, de faire un recouvrement. Vous regardez, pour un exercice, un simple exercice, 234 milliards, quand vous étalez ça sur 10 ans, c'est beaucoup. Et on fait faire beaucoup de réalisations et ces projets qu'il a sur la sécurité, sur l'éducation, sur la santé, ben, l'argent est au Niger. C'est sous ses pieds. Il suffit tout juste qu'il ait l'audace. Ok. Alors, je vous avais dit qu'il y a la volonté politique, il y a les premiers pas, les premiers actes posés par le président Bazoum. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, est-ce que vous pensez que cela suffit quand même pour mettre fin à la corruption dans notre pays? Est-ce que vous avez l'espoir au vu des premiers actes qu'il a eu à poser? Les premiers actes sont à saluer, mais bon, vous savez, dans notre pays, le discours ne nous emballe plus. Mais les premiers actes, on les salue et on espère que le président va inscrire ces actes dans la durée. Dans tous les cas, mais il n'a pas de choix. Son programme-là ne peut pas être financé sans une lutte sans merci contre la corruption. L'argent, c'est cette lutte qui va lui procurer l'argent. Donc, il n'y a pas de choix. On ne peut pas continuer. Lui-même, il a dit que la société civile l'aide. Pour que la société civile l'aide, il faut qu'il inscrive ces actes qui font la promotion de l'intérêt général dans la durée. Et dans tous les cas, ce sont les actes qui forcent l'admiration des citoyens. Si effectivement, il continue à poser ces mêmes actes, il les inscrit dans la durée, et que la Halcia et tous les autres, surtout la justice, le principal de la lutte, c'est la justice. Parce que la Halcia, même si elle finit, elle transmet le dossier à la justice.
Et nous espérons aussi dans la même logique qu'il va garantir la séparation du pouvoir, que les juges ne soient plus victimes d'injonctions politiques, et que cette impunité cesse, et qu'ils mettent les moyens aussi au niveau de la justice, surtout le pôle économique. Il y a un pôle spécialisé qui a acquis une expérience dans le domaine. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus d'inquiétude. C'est que nous sommes sûrs que le pôle économique mis en place, il est aguerri et il a acquis l'expérience qu'il faut pour aborder ces questions de lutte contre la corruption, des infractions assimilées, c'est-à-dire les détournements, l'enrichissement illicite. Donc, il appartient au président de la République, et j'ai dit encore que la lutte contre la corruption s'impose à lui s'il croit réaliser son ambition, parce que l'argent pour réaliser son ambition, ce ne sont pas les bars qui vont lui procurer ça, c'est la lutte contre la corruption, et c'est de garantir cette séparation de pouvoir au niveau de la justice, en dotant la justice des moyens qu'il lui faut, des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Et à ce moment, je crois que le président va constater qu'il n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour chercher l'argent. L'argent est ici, chez lui, sous ses pieds. Il suffit tout juste qu'il fasse la promotion de la bonne gouvernance à travers la lutte contre la corruption, en accompagnant les organes de contrôle et surtout en s'assurant de la séparation du pouvoir pour que la justice puisse fonctionner conformément à la loi et comme un pouvoir. C'est par cette voie-là qu'on peut avoir de l'argent et qu'on casse cette impunité-là. Et ici, là, quand il inscrit ses actes dans la durée, c'est les citoyens même qui vont sentir, sans qu'ils le demandent, pour dire qu'on félicite et qu'on salue ce que le président fait. Voilà, Aladji, et après la publication de ces résultats d'investigation par la Halcia, qu'est-ce qui reste maintenant à faire? On a remarqué qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances, ils ont relevé beaucoup de choses, et la suite maintenant? Bien, maintenant, la Halcia, elle a la latitude de transmettre les dossiers directement maintenant au procureur quand ils estiment qu'il y a des indices de nature à engager des poursuites. Donc, je crois que les conclusions qui sont caractérisées par les infractions, la Halcia va les transmettre à la justice. C'est pour cela que j'ai dit aussi de garantir cette séparation de pouvoir et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injonction au niveau de la justice pour qu'une fois que la Halcia transmet ces dossiers à la justice et la justice aussi fasse son travail conformément à la loi, conformément à l'intérêt général. On dit la justice est rendue au nom du peuple et qu'en garantissant la séparation du pouvoir, c'est que les décisions de la justice vont refléter les préoccupations populaires et que le peuple se retrouvera dans les décisions prises par la justice à son nom et pour son compte. Oui, là j'ai dit, on sait que la lutte contre la corruption, c'est pas seulement l'apanage de l'État quand même et tout, c'est un combat de l'ensemble des citoyens, dont vous les acteurs de la société civile. Est-ce que, au vu de ce que vous avez entendu à la dernière rencontre avec le chef de l'État, vous allez toujours continuer à apporter votre soutien aux autorités pour que la corruption, on en arrête? Nous, notre rôle en réalité, on apporte toujours notre soutien. Avec vous, aujourd'hui nous sommes là, nous disons ce qui est bon dans le domaine, ce qui n'est pas bon. Donc en le faisant, c'est qu'on aide le gouvernement à améliorer la gestion de l'État. On aide le gouvernement à lui indiquer les pistes de solution, les pistes de sortie de cette culture. Évidemment, on parle aussi aux citoyens parce que vous avez raison. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, ce n'est pas seulement l'affaire de la Halcia, ce n'est pas seulement l'affaire de la justice, ce n'est pas seulement l'affaire des organes de contrôle, c'est l'affaire de tout le monde. Ce qu'il faut
qu'on continue la sensibilisation pour susciter l'intolérance des populations vis-à-vis de la corruption. Parce qu'il faut qu'on change notre mentalité à travers une sensibilisation et aussi l'application de la loi. Quand vous regardez, évidemment, avec la nature de notre démocratie qui est structurellement porteuse de corruption, mais les gens applaudissent le candidat qui leur donne de l'argent, ils s'en foutent de là où il a eu l'argent. Et effectivement, l'argent, tout le monde veut aller gérer. Vous voyez, personne ne veut être opposant. Parce que la seule source d'enrichissement illicite, c'est l'État. Tout le monde veut aller gérer. Et évidemment, les citoyens, souvent, ils sont tolérants. Des gens qui ont détourné ou des gens qui ne se sont enrichis de par la corruption, ils ont le soutien des citoyens parce qu'ils ont de l'argent. Donc, il faut sensibiliser aussi le citoyen et je crois que la Halcia a un volet prévention. Et c'est dans ce volet prévention-là que, évidemment, on sensibilise les citoyens pour qu'on arrive à une intolérance des citoyens vis-à-vis de la corruption. Et cette intolérance prépare effectivement le terrain pour une véritable lutte contre la corruption. Maintenant, si effectivement cette lutte-là est accompagnée d'une volonté politique inébranlable, c'est-à-dire à toute épreuve, et le résultat sera évidemment très clair et on aura le résultat escompté. Et quand on aura ce résultat escompté là, ça va marquer la bonne gouvernance et surtout que ça va permettre à l'État d'avoir les moyens pour ça. Oui, alors pour finir, on va parler dans quelques jours, ce sera les examens de fin d'année. On sait qu'à un moment, les examens de fin d'année ont été entachés de fraude. Vous suivez un peu l'actualité. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour arrêter quand même cette fraude au niveau des examens de fin d'année? Bien, merci. Ça aussi, c'est une question. Oui, oui. En fait, si vous voyez la récurrence, c'est parce que les gens jugent de l'impunité. Les gens qui sont dans les positions d'organiser ces élections-là juste d'impunité, et même s'ils le font, on ne fait rien. C'est ça le vrai problème. Même si on les prend la main dans le sac, on ne fait rien. Et si on ne fait rien, ben écoutez, ça ne dissuade pas les gens, mais au contraire, ça encourage les gens à emprunter la voie. Si vous vous souvenez, en 2005 ou en 2006, il y avait une tentative de réprimer, mais malheureusement, on avait réprimé que les corrompus et les corrupteurs. On ne les a pas inquiétés. Donc, c'est cet état de l'impunité du pouvoir qui fait que ceux qui sont dans les positions de préparer ces examens-là, ils savent que même s'ils commettent des forfaitures, c'est qu'ils peuvent s'appuyer sur leur parti politique, sur leurs relations avec les gens du régime, pour ne pas être inquiétés. Et je crois que c'est une occasion de rappeler au président de la République son discours où il dit « celui qui commet la forfaiture en tant qu'agent de l'État, qui ne compte plus sur son parti politique, sur son ethnie, sur quoi que ce soit pour le protéger. » Et je pense qu'il avait dit, même où il me semble qu'il disait, que dans tous ces concours-là, la Halcia doit être impliquée et il faut créer les conditions pour que la Halcia soit impliquée dans tous ces concours, dans tous ces examens, qu'elle suit de bout en bout l'organisation de ces examens-là. Et en cas où on prend les gens en flagrant délit, effectivement, qu'on leur applique la loi dans toute sa rigueur, c'est comme ça on peut arrêter ce qui se passe au niveau des examens et des concours dans notre pays. Alors, j'ai votre mot de fin par rapport à la lutte contre la corruption au Niger. Mon mot de fin est simple, c'est que c'est la seule voie et elle s'impose. Il n'y a pas d'autre voie pour l'émergence du Niger en dehors de la lutte contre la corruption. Parce que le problème, c'est l'argent. Et l'argent est là. Il suffit tout simplement de faire cette lutte contre la corruption sans état d'âme, en garantissant la séparation du pouvoir et qu'on laisse la justice faire son travail
conformément à la loi et en laissant la Halcia aussi faire son travail conformément à la loi, tout comme les autres organes de contrôle, comme l'IGE, l'inspection générale d'État, qu'on les laisse faire leur travail sans injonction. Et je crois qu'on aura des résultats et on aura l'argent qui permettra à l'État de réaliser les promesses faites aux citoyens. Et je crois, et nous attendons du président de la République quand même qu'il puisse inscrire ces actes qu'il a commencé à poser dans la durée et des actes qui font la promotion de l'intérêt général, c'est-à-dire promouvoir la bonne gouvernance pour l'intérêt de ce pays. Merci bien Alhaji Idi Abdou. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Vous étiez donc l'invité du journal de ce dimanche 13 juin 2021. Avec vous, nous avons eu à faire le tour sur cette question, la lutte contre la corruption, avec la dernière communication de la Halcia. Merci Alhaji et bonne chance donc pour notre pays dans le cadre de cette lutte contre la corruption. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.